Sylvie Laurent, vous êtes historienne et américaniste, maîtresse de conférences à Sciences Po Paris, chercheuse associée à l'Université Harvard et vos publications portent principalement sur les questions sociales et raciales aux États-Unis. Et vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, dont une biographie sur Martin Luther King, qui a été publiée au Seuil en 2015, La couleur du marché, que moi j'ai lu, que j'avais beaucoup apprécié. Donc, Couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis, publié au Seuil en 2016. Et vous avez aussi publié dernièrement un livre qui s'appelle Pauvre petit blanc, le mythe de la dépossession raciale à la Maison des sciences de l'homme. Je suis chargé de recherche pour les Amériques et donc en particulier pour les États-Unis au Cerium. On a beaucoup parlé ici et ailleurs de l'élection américaine et des enjeux centraux qui constituent la vie politique sociale aux États-Unis. Et on se disait justement qu'une perspective sur des enjeux à plus long terme qui constituent les paramètres de la société américaine était des façons intéressantes d'aborder l'avenir aux États-Unis, parce qu'on parle souvent de résultats électoraux, de comportement électoral et des choses comme ça, mais je trouvais ça pertinent et intéressant de revenir sur les forces sociales qui se déploient à plus long terme aux États-Unis, et en particulier le racisme et les inégalités, qui sont selon moi deux axes absolument indispensables, et je vous suis à ce niveau-là. Et donc, à la lumière des résultats des élections du 3 novembre dernier, comment est-ce qu'on peut envisager l'évolution de ces enjeux-là à plus long terme? C'est sûr que, bon, il faudra voir de quelle façon le gouvernement va être constitué, si on va avoir une majorité au Sénat, je suppose aussi, mais ce sont quand même des enjeux qui vont être difficiles à traiter, qui l'ont été jusqu'à maintenant. Donc, je vous donne la parole, Madame Laurent, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Écoutez, je vais commencer bien sûr par vous remercier, vous Philippe, mais aussi Monsieur Légaré-Tremblay pour m'avoir invité et tout le Cerium. Je suis extrêmement flattée et contente de pouvoir venir vous parler aujourd'hui. Alors, je dois dire tout de suite d'emblée que je ne suis pas spécialiste de politique électorale et que je suis certes un petit peu sollicitée en ce moment pour donner une perspective historique sur ce qui se passe aux États-Unis, mais que voilà, vous m'avez un petit peu obligée à réfléchir sur le lien entre le court terme absolu de ce à quoi nous assistons, qui est assez stupéfiant, il faut bien le dire, pour moi de l'autre côté de l'Atlantique et pour vous de l'autre côté de la frontière, et puis mon travail sur le plus long terme, en particulier, vous l'avez dit, les questions d'articulation entre le néolibéralisme et le racisme, et finalement, j'ajouterais un troisième angle à cette réflexion aujourd'hui, qui est peut-être la réflexion sur la question démocratique, qui se pose de plus en plus. On voit beaucoup de publications sur voilà, quelque chose de phénoménal qui semble se produire en ce moment, qui est une crise de la démocratie américaine. Alors, j'aurais tendance peut-être à sourire un peu en me disant, comme sans doute la plupart d'entre vous, qu'il y a un bon bout de temps que l'Amérique est une démocratie en crise et que l'élection de 2016 en était déjà un symptôme. Mais là, à la faveur de cette élection, il y a comme une espèce de grande prise de conscience de la part de beaucoup d'intellectuels, de journalistes et de commentateurs américains sur ce bug defect, cette chose qui semblerait se révéler là comme un dysfonctionnement démocratique. Alors, il y a plusieurs thèses. Il y a la thèse de Donald Trump comme agent d'une confiscation démocratique. C'est un petit peu le récit que l'on entend en ce moment. La démocratie se portait parfaitement bien et puis Donald Trump est arrivé et nous assistons chaque jour à une tentative de ce que certains appellent un coup d'État constitutionnel ou en tout cas une dérive, une captation de la démocratie, ou bien peut-être une autre grille de lecture qui serait davantage la mienne mais qui n'est pas exclusive de la précédente, consistant à dire qu'en réalité, c'est bien précisément les fragilités, les faiblesses endémiques de la démocratie américaine, et je vais l'expliquer aujourd'hui, sa captation par une poignée, le rôle de l'idéologie qui peut expliquer le point où nous en sommes.
Et avant, comme souvent les historiens, de plonger dans les réflexions historiques et de chercher dans le passé des éléments qui peuvent nous aider à comprendre aujourd'hui, je voudrais parler de deux événements qui se passent actuellement cette semaine aux États-Unis que j'aimerais prendre comme point de départ de ma réflexion pour notre conversation aujourd'hui. Et de façon assez intéressante, ces deux, ou assez étonnante parce que sans doute pas fortuite, les deux choses dont j'aimerais parler ont un rapport très ténu avec la question des tribunaux, du droit de la judiciarisation de la chose démocratique. Je fais bien sûr allusion aux multiples tentatives de Donald Trump et de ses alliés de faire valoir leur cas auprès des tribunaux et de tenter de trouver une validation de leur déni démocratique auprès des instances juridiques. Et donc, on voit ici à quel point une mise en cause de la démocratie peut s'appuyer, en tout cas chercher à s'appuyer sur des éléments qui sont censés en être les garants, c'est-à-dire, admettons, ça ne semble pas être le cas, que par un tour de passe-passe juridique et par une corruption inouïe des élites judiciaires américaines, le simple fait que des centaines de juges aient été nommés aux États-Unis, imaginons dans une espèce d'uchronie que la Cour suprême en vienne à reconnaître l'invalidité du vote de plusieurs centaines de bureaux de vote aux États-Unis, en Pennsylvanie, peut-être demain en Géorgie et ailleurs. Nous assisterions donc à le passage, la transition d'un régime démocratique à un régime qui serait quelque chose comme un régime autoritaire de dédémocratisation, impulsé par la Cour suprême. Et ce qui me semble intéressant là, c'est que cette fameuse dédémocratisation, pour reprendre les mots de Wendy Brown, à laquelle nous assistons aux États-Unis, on cherche pour la valider, pour la légitimer, à l'inscrire dans le cadre de l'état de droit. C'est-à-dire, une fois en plus, Trump et ses amis qui vont auprès des tribunaux pour chercher la reconnaissance de ce qui est un déni de droit. Et ce qui me semble particulièrement habile dans cette stratégie, c'est que derrière ce côté un petit peu procédurier et cette recherche de validation constitutionnelle d'une confiscation des droits de vote, que c'est une espèce de chiffon rouge agité par Donald Trump et le Parti républicain pour faire oublier ce qui est la véritable confiscation du droit de vote, c'est-à-dire, comme on le sait, les millions de votes qui ont été confisqués, en particulier aux communautés de couleur aux États-Unis. On le sait, d'après un certain nombre d'organismes indépendants, mais de militants eux-mêmes. Entre 2016 et 2018, plus de 17 millions de personnes ont été radiées des listes électorales. On sait le nombre invraisemblable de bureaux de vote qui ont été fermés dans les quartiers où les communautés de couleur sont les plus importantes. Il y a d'ailleurs, je le conseille à mes étudiants, je vous le conseille à tous, un documentaire remarquable qui s'appelle Rigged, qui montre la longue histoire de la confiscation du droit de vote par des manières parfaitement légales. Il n'est qu'à en juger depuis la décision, là pour le coup tout à fait coupable de la Cour suprême en 2013, visant à lever une imposition qui était faite aux États qui souhaitaient changer leurs règles électorales, qui a entraîné le changement de la politique électorale dans plus de 18 États, visant à imposer les fameuses cartes d'identité avec photographie dont on a beaucoup parlé à l'époque, puisque c'était le deuxième mandat d'Obama et que ces questions-là étaient très présentes, mais dont on ne parle plus aujourd'hui, alors qu'elles sont toujours en vigueur et qu'elles sont toujours la source d'une inégalité considérable dans sa capacité à voter. Des études très simples ont été récemment publiées montrant qu'il y avait une corrélation directe entre le nombre d'heures passées à patienter au bureau de vote et la proportion d'hispaniques et de noirs dans la population. Et surprise, surprise, plus il y a de noirs et d'hispaniques dans le comté en question, plus le temps d'attente est élevé. Et l'explication est d'une simplicité absolument enfantine. C'est évidemment les différentes barrières et les différents mécanismes de discrimination au vote qui sont en place. Et là encore, si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande
ouvrage de Carol Anderson qui s'appelle One Person, No Vote, qui montre précisément comment on a assisté à une légalisation de la privatisation du droit de vote par l'adoption de lois qui, une fois encore, la démocratie jouant contre elle-même, plante en elle-même les ferments d'une captation démocratique. Et par ailleurs, je noterai au passage qu'on commence à s'interroger, en toute honnêteté, ça faisait un bout de temps, mais là plus que les années précédentes, sur la pertinence de ce collège électoral, dont le caractère inégalitaire, et par définition, il a été créé à la suite de la Constitution de 1787 dans le cadre d'une surreprésentation des États sudistes qui avaient une forte population esclavagiste, et les effets n'ont cessé de se reproduire au fur et à mesure des siècles, ce qui fait qu'aujourd'hui, le collège électoral, on le sait, donne une voix, une parole et une représentation disproportionnée aux États de petite taille, majoritairement blancs, majoritairement ruraux et majoritairement rouges. Donc, ce que j'essaye de montrer là, c'est que, avant même de parler de Donald Trump et de ses machineries pour confisquer l'élection, il y a déjà, on s'en rend compte aujourd'hui, une inégalité structurelle inscrite même dans la Constitution et le système institutionnel américain, qui fait que la balance est déjà tellement fébrile qu'il suffit qu'on appuie un petit peu sur un côté pour que l'inégalité soit patente. Donc, le premier point auquel je voulais parvenir, c'est que cette potentialité autoritaire à laquelle nous assistons aujourd'hui cherche à s'appuyer sur les tribunaux. Et que, alors certes, d'aucuns parlent du risque de déchaînement de violence dans les rues, de dégradation. On agite même le spectre de la guerre civile. Et je passe beaucoup de temps, lorsque je suis invitée, que j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, à mettre en garde contre les gens qui déploient cette rhétorique de la guerre civile, car il est quand même très utile de savoir que c'est un élément de langage de l'extrême droite américaine depuis maintenant plusieurs décennies, que la grande idée est de rejouer la guerre civile, qui n'est pas rejouable puisqu'elle a été perdue par la suprématie blanche. Mais j'aime à citer cet ouvrage qui est la Bible des militants d'extrême droite et des white suprémacistes de tout poil aux États-Unis, paru en 1978, qui est les carnets de Turner d'un certain Pierce, qui raconte précisément comment une population blanche assiégée par des ennemis de couleur, des féministes et des homosexuels enragés à la faveur de l'élection d'un président des États-Unis qui ne défendrait plus les Blancs, comment le peuple blanc qui se révolte et dans une insurrection d'autodéfense organise une nouvelle guerre civile, et de cette espèce de chaos créateur, on est aussi beaucoup dans l'Apocalypse et la vision eschatologique du monde des fondamentalistes religieux qui sont autour de Donald Trump, mais aussi de Jair Bolsonaro, par exemple, au Brésil, comment cette idée de rejouer la fin des temps et la venue de l'Antéchrist participe quand même beaucoup de ce mensonge d'État qui préside en ce moment au parti républicain. Et donc moi, j'ai quand même très envie de lire ce qui se passe en ce moment comme une forme d'élucidation. C'est aussi intéressant parce que Apocalypse, étymologiquement, c'est la révélation. Et donc au milieu de la cendre, de la fumée et du chaos, la vérité commence à surgir. Et ce que l'on voit, et ce sera l'un des points sur lesquels j'insisterai le plus dans un instant, c'est le rôle fondamental du Parti républicain dans cette dérive antidémocratique ou dédémocratique des États-Unis. Et j'aime beaucoup l'idée selon laquelle, on le dit beaucoup, le Trumpisme résistera à Trump, mais j'aime aussi beaucoup à démontrer l'idée que le Trumpisme préexistait à Trump et qu'il y a des ferments absolument anciens, solides et tout à fait bien établis par la littérature que je mentionnerai dans un instant sur cette idée. Il y a donc le temps long du Trumpisme. Trump n'est pas arrivé en 2016 comme une espèce de volcan qui était là endormi et qui a surgi à un instant. Et je voudrais, pour lancer cette réflexion, parler du deuxième cas que j'ai évoqué en introduction, qui est la question, là pour le coup, du saisissement de la Cour suprême. On dit plutôt saisine en français, mais enfin disons c'est aussi un saisissement de la Cour suprême sur la question évidemment de l'Affordable Care Act et de la troisième tentative du Parti républicain pour se débarrasser, annuler, mettre à bas
cette ébauche de protection sociale des Américains. Je n'ai pas besoin de vous dire, parce que vous êtes tous très au courant, mais disons, for the sake of the argument, comme disent les Américains, histoire de faire valoir mon cas, je rappellerai que la situation sanitaire des États-Unis est tout simplement catastrophique, absolument effroyable, que non seulement il y a déjà plus de 220 000 personnes décédées de la Covid, mais que on estime dans les instances sanitaires, les organismes indépendants vraiment les plus non partisans, qu'entre aujourd'hui et la date d'inauguration du prochain président des États-Unis, c'est-à-dire le 20 janvier 2021, les États-Unis auront sans doute dépassé les 400 000. C'est-à-dire on va aller vers du simple au double. Et dans ce contexte mortifère, d'épidémies rampantes, de morts qui bien évidemment discriminent selon que vous serez puissant, misérable, noir ou blanc, puisque on sait que les communautés Native American, hispaniques et noires ont entre 2 et 3 fois plus de chances de mourir de la Covid que les autres. On sait que dans ce contexte, la perte de protection sociale, même si bien souvent cette assurance à laquelle les Américains avaient droit par l'ACA était tout à fait partielle, on sait néanmoins que dans le cas où la Cour suprême, et ça ne semble pas être le cas, donnerait raison aux 18 États républicains qui, avec Donald Trump, ont porté plainte pour l'invalidation de l'ACA, c'est plus de 20 millions de personnes qui, du jour au lendemain, perdraient leur assurance. Alors, avoir une assurance santé n'est pas une garantie d'être prémuni contre la Covid, néanmoins, il me semble qu'il y a quelque chose dans cette vulnérabilisation absolue de la population américaine face à un risque sans précédent. Il faut quand même le dire, quelque chose d'extrêmement parlant sur la profonde entreprise de renoncement et de dérive idéologique du Parti républicain. J'ajouterais ce qui peut apparaître comme un détail aujourd'hui au milieu de cette dérive morale, 2 événements récents. D'une part, le soutien de figures éminentes du Parti républicain aux accusations faites par Donald Trump que l'élection a été volée. On retrouve sans surprise Giuliani, le premier cercle, sa famille, ses proches et tout ce que le népotisme trumpiste a pu produire, mais plus surprenant, Pompeo, plus surprenant encore, Lindsey Graham. Lindsey Graham, pour ceux qui ne le savent pas, vieille figure du conservatisme américain, était quelqu'un a priori de tout à fait décent, si j'ose dire. Je rappellerai qu'en 2016, il avait participé aux primaires conservatrices contre Donald Trump, et à l'époque, il n'avait pas de mots assez durs contre ce raciste, démagogue de Donald Trump, cet homme qui allait jeter la démocratie américaine par-dessus bord, et on le retrouve aujourd'hui non seulement conforter les accusations de tricherie, et donc délégitimer la présidence de Joe Biden, puisqu'il est évident que c'est ce qu'ils préparent. Ils veulent que le prochain mandat de Joe Biden soit pourri par espèce d'accusations, de suspicions, de procès en illégitimité, ce qui a été évidemment ce qu'ils ont fait déjà pour Barack Obama, je le rappelle, et puis ce dont a souffert, là pour le coup, par la force des choses, la présidence Trump. Et Lindsey Graham est aussi quelqu'un qui a proposé et qui a mis les actes en harmonie avec ses paroles, de financer les frais judiciaires des poursuites juridiques de l'équipe de Donald Trump. Il a proposé une jolie petite somme rondelette pour payer. Et le fait qu'il paye de sa poche, lui qui incarne donc famille de militaires, vieille famille chrétienne de Caroline du Sud, censé représenter, disons, une certaine forme de droiture morale, on en vient à en douter, mais enfin, il fut un temps où il incarnait cela, nous en dit long sur la profonde duplicité du Parti républicain et ce qui se joue. Ce qui se joue, en réalité, c'est la révélation du fait que, contrairement à ce qu'on nous a raconté en 2016, Donald Trump n'est pas plus un candidat populiste, au sens où il défend les intérêts du peuple, j'y viendrai dans un instant, qu'il n'est un candidat anti-establishment, au sens où il irait contre les intérêts de l'élite, qu'elle soit économique. Ça, on n'y avait jamais véritablement cru, mais en tout cas, l'élite du Parti républicain, dont évidemment Lindsey Graham est un bon représentant. On pourrait donner d'autres exemples. On pourrait dire que celui qui est censément le futur champion du Parti républicain, Marco Rubio, est aujourd'hui un des soutiens les plus indéfectibles
de Donald Trump, qu'il était en Floride avec lui pour soutenir sa candidature il y a quelques semaines. Mais je vous invite peut-être, non pas que je veuille vous saper le moral pour toujours, mais vous donner peut-être envie de suivre ce qui se passe en Géorgie. Ça a été mentionné, on attend de savoir le résultat des 2 sièges sénatoriaux pour janvier, mais un petit détail quand même extrêmement important, qui est que finalement, d'une certaine façon, si Joe Biden n'avait pas eu ces 5 millions de voix d'avance et tant d'avance sur son concurrent, la Géorgie apparaîtrait peut-être comme la Nouvelle-Pennsylvanie, comme ce swing state, cet état pivot qui donnerait la victoire. Or, la Géorgie est gouvernée par quelqu'un d'extrêmement intéressant qui est le républicain Brian Kemp. Et Kemp, qui est élu depuis 2018, je pense au gouvernorat de Géorgie et de cette nouvelle génération de républicains qui a pour marque de fabrique absolue d'être non seulement profondément lié au milieu des affaires, mais d'être passé maître dans la confiscation du droit de vote des minorités. C'est quelqu'un qui a fait campagne contre Stacey Abrams en 2018 et qui a un dossier, mais long comme le bras, de confiscation du droit de vote des minorités de couleur en Géorgie. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est à lui que revient aujourd'hui la surveillance de cette élection. Il est un peu jugé parti, c'est un conflit d'intérêts absolument notable. Et donc, les Américains remettent dans les mains de quelqu'un dont il est établi absolument, sans aucun doute, qu'il a présidé à la confiscation, à la dédémocratisation et au tournant autoritaire du Parti républicain. C'est lui qui non seulement est un des nouveaux visages du Parti républicain, mais qui sera peut-être celui qui participera à l'issue du scrutin en janvier. Je note un autre point, vous allez dire, je suis très obsédée par ce monsieur Kemp, sans doute un petit peu, mais c'est quelqu'un qui est aussi un très grand représentant du fondamentalisme religieux qui gagne aujourd'hui, puisque non seulement il a interdit l'avortement au-delà de 6 semaines, c'est-à-dire en deçà de ce que les lois fédérales autorisent, mais il a fait passer un certain nombre de lois faisant de l'avortement en dehors des dates autorisées un délit, un crime passible de la prison à vie ou bien de la peine de mort, c'est-à-dire bienvenue au Yémen. On est vraiment dans une situation de dérive féodale de certains États républicains. Dernier point, Kemp est aussi celui qui est un des plus grands opposants aux politiques sanitaires suggérées par les autorités médicales au niveau fédéral, mais aussi au niveau local, qu'il a refusé les mesures de distanciation sociale, le port du masque, le travail à domicile, comme un point de... C'est-à-dire, c'est un avatar de Donald Trump, comme sans doute nous allons en avoir beaucoup. Et ce qui est évidemment extrêmement important, parce que c'est mon sujet, la dimension raciale est extrêmement présente, puisqu'il y a quelques mois encore, il portait plainte contre la maire d'Atlanta, qui, sans surprise, puisque la ville est de façon prédominante, une ville africaine-américaine, une femme de couleur démocrate, qui l'a poursuivie en justice parce qu'elle imposait le masque. Et donc, il y a une espèce de virilisme consistant à refuser le masque comme une confrontation toute puissante de l'homme avec le virus, et on verra bien ce qu'on verra, on verra qui est le plus fort, face à une espèce de représentation d'une féminité faible, qui serait celle de tous ceux qui défendent le port du masque et la protection. Et cette dialectique de la protection et de la vulnérabilité me semble extrêmement importante pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, alors même que l'on entend toujours cette idée selon laquelle Donald Trump est le candidat des faibles, des oubliés, des forgotten Americans, des left behind, et toute cette rhétorique trumpiste qui est, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, j'aimerais beaucoup le savoir, au Canada et en particulier au Québec, mais nous en France, on est bombardés jour et nuit de cette espèce de victimologie autour des 70 millions qui ont voté pour Trump, comme s'ils exprimaient une forme de souffrance qu'il fallait comprendre, au mépris de la véritable souffrance de ceux qui ont subi Donald Trump pendant 4 ans. Et donc l'argument est de dire qu'il est le candidat qui a protégé les plus faibles, les classes ouvrières blanches. Alors j'ai passé beaucoup de temps à cruncher les datas, comme on dit, et je l'avais déjà fait en 2016, et c'est au cœur de mon livre. Je démontre sans trop de mérite que ce ne sont pas les classes ouvrières blanches qui ont voté pour Donald Trump, que l'électeur médian de Donald Trump, là pour cette élection de 2020, a un salaire moyen de $100,000 par an, quand le salaire médian américain est de 65 000. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus confortables que les autres, et que en revanche, la très grande majorité des Américains gagnant moins de $50,000 ont de façon disproportionnée soutenu Joe Biden. Et que donc ceux qui parlent de protectionnisme dans l'esprit de Donald Trump ont en effet véritablement un type particulier de protectionnisme à l'esprit, et je reprends là
l'expression d'Andrew Diamond, qui est qu'il s'agit d'un protectionnisme racial. Et c'est le centre, ce protectionnisme racial, de mon livre, puisque dans cette expression un peu ironique de pauvre petit blanc, j'essaye de découpler, de déconnecter la question de l'identité de classe, de la description objective et matérielle d'un préjudice subi par l'exploitation et le néolibéralisme, et la sensation, la subjectivité qui a été insufflée par le Parti républicain, consistant à convaincre une grande partie de la classe moyenne et la classe supérieure qu'elle est victime d'un changement de monde, d'une espèce de déclinisme identitaire qui, remontant à Spencer, a beaucoup de succès dans les cercles néoconservateurs et dans les élites du Parti républicain. On pourrait dire un mot sur le fait que ni les usines ni les emplois industriels ne sont revenus dans le Midwest depuis le 2016, que le nombre de victimes par toxicomanie liée aux opiacés, qui était censée être la maladie de l'homme blanc, n'a pas diminué depuis 2016, et que, à tout prendre, les classes populaires blanches ont perdu du pouvoir d'achat et perdu de la souveraineté économique en lien avec le mercantilisme et la guerre commerciale faite à la Chine. C'est-à-dire qu'en réalité, moins que jamais, Donald Trump n'est le candidat du peuple, et y compris pas le candidat du peuple blanc, si celui-ci veut des mesures d'ascension sociale et de réparation du préjudice économique. En réalité, le grand bilan est à la fois symbolique et politique du mandat de Donald Trump aura été sa réforme fiscale. La réforme fiscale à la source de cette création d'emplois peu qualifiés, peu payés, peu protégés, devant lesquels on est censé s'esbaudir parce que ce serait tellement extraordinaire, un taux de croissance inférieur à 4%, alors qu'on connaît le prix pour la santé et le bien-être des Américains. La source vraiment de cette impulsion économique, c'est la réforme fiscale de 2017-2018, qui est le plus grand transfert de richesse des pauvres et de la classe moyenne vers les riches que l'on ait jamais vu depuis Ronald Reagan et la série de réformes fiscales de 82 et de 84. C'est-à-dire donc que, contrairement à ce que l'on a pu dire, et y compris contrairement peut-être à la métaphore de la philosophe Wendy Brown, dont je trouve par ailleurs les travaux tout à fait lumineux, lorsqu'elle dit que Donald Trump est la créature Frankenstein du néolibéralisme et du Parti républicain, je suis d'accord avec elle pour dire que oui, Donald Trump est bien sûr l'enfant du néolibéralisme et l'enfant du Parti républicain, il est leur créature. Mais Frankenstein, si je connais bien mon histoire, et vous me direz si je me trompe, c'est la créature qui échappe à son créateur. Je ne crois pas que Donald Trump ait jamais échappé à ses créateurs, c'est-à-dire aux possédants et aux puissants du Parti républicain. Il me semble qu'il est tout à fait parfaitement ce que le politiste Jacob Hacker appelle le représentant d'une plutocratie populiste. Donald Trump n'est pas un populiste, je n'aime pas ce mot, c'est un plutopopuliste pour reprendre les mots de Jacob Hacker, ou plutôt je ne sais pas, un plutoliste, hein, on pourrait inventer quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait l'intérêt des puissants. Et la thèse de Jacob Hacker, qui est tellement fine et intéressante, est d'expliquer comment le Parti républicain, à mesure qu'il faisait la politique du monde des affaires, de corporate America, on le sait, et disons de l'écosystème néolibéral qui n'a pour ambition que quelques lignes fortes qui sont toujours demeurées les mêmes. La diminution des impôts pour les plus fortunés, la diminution des impôts pour les entreprises, la déconstruction de l'État-providence, les dérégulations absolues et le fait de financiariser tous les aspects de la vie sociale. Ils ont, à mesure qu'ils faisaient cette politique-là, ils se sont rendus compte qu'il était difficile de maintenir une base électorale faite de plus en plus d'Américains n'ayant pas de diplôme du supérieur et ne bénéficiant pas de la prospérité de ce top 1% ou top 10% des Américains dont le Parti républicain faisait la politique, et que donc, à la faveur notamment du travail fait par Newt Gingrich dans les années 80, ils ont compris que la clé, c'était à la fois de faire la politique des possédants et du monde des affaires et de s'assurer les donations et le financement du Parti républicain, mais qu'en même temps, pour fidéliser une base qui, elle, pouvait être populaire et dont les intérêts étaient directement en contradiction avec la politique de dérégulation et d'exemption fiscale pour les plus riches, il fallait donner ce qui est une forme d'industrie de l'indignation, de la colère et du ressentiment. Et ce que Gingrich a compris en lançant les guerres culturelles
dans les années 90, c'est que le Parti républicain pouvait être un parti schizophrène, que contrairement à ce qu'on nous a dit en 2016, il était tout à fait possible d'agiter le spectre d'une guerre commerciale avec la Chine, de faire un mur avec le Mexique et en même temps de libéraliser, de néolibéraliser plus encore l'économie. Je rappellerai juste que la quantité d'argent qui a été donnée au top 1% et au top 0,1% par la politique de Donald Trump est sans précédent. On a estimé que pour une famille modeste de 4 personnes, le bénéfice de la réforme fiscale de 2007 était de 65 dollars par an, quand elle est de 33 000 dollars pour une famille qui gagne 33 000 dollars, pardon, pour une famille qui gagne 400 000 dollars par an. C'est-à-dire qu'on est dans un tour de passe-passe visant à faire croire que c'est une politique fiscale en faveur des classes moyennes. J'inclus par ailleurs que la réforme fiscale de Donald Trump et des républicains contient une exemption des bénéfices des entreprises qui ont été réalisés à l'étranger. C'est-à-dire, si on réfléchit à un mécanisme économique de base, que c'est une incitation à la délocalisation. C'est une incitation à l'outsourcing. C'est une incitation à ce que, puisqu'on ne paye plus d'impôts lorsque l'on fait des profits à l'étranger, comme évidemment la tech l'a parfaitement compris, c'est une incitation à aller plus loin encore. C'est-à-dire que la duplicité du discours visant à parler de renationalisation de l'économie, de faire revenir les emplois sur le sol américain, est une forfanterie, puisque la politique préside au contraire, c'est une incitation à ce que les entreprises américaines aillent faire du profit à l'étranger. J'ajoute juste un petit exemple parce que c'est dans l'actualité, le fameux groupe Pfizer dont on parle, puisqu'ils auraient trouvé un vaccin, en tout cas ça reste à prouver, a payé absolument $0 d'impôt en 2019. C'est un des plus grands groupes industriels. Le Big Pharma aux États-Unis est presque aussi puissant que Fossil Fuel Industries. Donc, on parle de gens qui ont beaucoup de pouvoir. Grâce à Donald Trump, ils n'ont pas payé d'impôts en 2019. Et donc, ça vous donne un exemple. Un autre exemple, parce que c'est Oxfam qui l'a donné, mais je vais peut-être accélérer parce que le temps tourne. Oxfam a donné cet exemple qui me semble extrêmement parlant. C'est Jeff Bezos, que nous connaissons tous. Patron richissime et peut-être homme le plus cher des États-Unis, le plus riche des États-Unis, décidait demain pour Thanksgiving qu'il allait dans un acte de générosité absolue faire un chèque de 100 000 dollars à chacun de ses employés dans le monde. Je rappelle qu'il y a 800 000 employés Amazon dans le monde. S'il leur faisait à chacun un chèque de 100 000 dollars pour Thanksgiving, il lui resterait encore suffisamment pour avoir son compte en négatif, en positif, parce que c'est moins que ce qu'il a gagné depuis le début de la crise de la Covid en février dernier. C'est-à-dire qu'il a augmenté ses profits personnels de 25%, quand 40% des Américains n'ont pas assez d'argent pour remplir le frigo aujourd'hui, 180 millions de gens qui sont en précarité, voire en pure pauvreté aux États-Unis. Ce régime inégalitaire qui a présidé aux destinées du Parti républicain depuis les années 80, a été porté à un point d'incandescence par Donald Trump avec ce maquillage, cette espèce de travestissement en visage du populisme. Et je pense que ça nous en dit beaucoup sur l'avenir de ces partis de droite qui dérivent vers l'extrême droite. Et on voit ça aussi avec, par exemple, Bolsonaro, qui, au nom de l'intérêt des petits paysans, déforeste pour enrichir l'industrie fossile et l'industrie de l'extraction du bois. Il y a ce nouveau visage de la droite jadis conservatrice, mais aujourd'hui de droite extrême, visant à concilier néolibéralisme, je le répète, pas d'impôts, assassiner l'État, limiter la protection et réduire à néant la protection des plus vulnérables et dédémocratiser au sens où on retrouve des droits, où l'on retire des droits, pardon. J'ai peut-être quelques minutes encore, je ne sais pas, Philippe, combien il me reste? Oui, ben, on pourrait se rendre jusqu'à 10h10, peut-être, donc 4-5 minutes Ok, ouais, pour laisser le temps pour la discussion. bien sûr, bien sûr. Donc, peut-être pour revenir à cette idée dont je fais la chronologie dans mon livre, et c'est vrai que si vous voulez en savoir plus, vraiment vous pourrez le lire, mais sur cette espèce de généalogie de fabrication idéologique du Parti républicain. J'ai évoqué Newt Gingrich, mais je remonte davantage dans mon livre, puisque mon concept central, c'est celui de la dépossession.
la façon dont un petit territoire colonial au milieu de terres indiennes hostiles s'est vécu d'emblée comme une nation assiégée. Et comment très très rapidement la pensée conservatrice, en particulier après le mouvement des droits civiques, a poussé dans l'esprit des gens l'idée selon laquelle les minorités raciales, les féministes et les gays allaient remettre en cause les traditions et les valeurs qui définissaient l'homme américain. On sait par exemple la façon dont les conseillers du Parti républicain, en particulier une figure extrêmement importante dans les années 60 qui s'appelle Paul Weyrich, a convaincu les évangéliques et les catholiques conservateurs de rejoindre le Parti républicain dans une même embrasse, à la fois du fondamentalisme religieux et du fondamentalisme de libre marché. Il y a un livre très intéressant de Kevin Kruse qui s'appelle One Nation Under God, qui raconte la façon dont on a créé dans les années 50 l'idée d'une nation chrétienne, ce qui n'était pas du tout le cas. Quand je parle de cette manipulation de l'identité blanche et du fait que le Parti républicain est devenu le parti de l'identité blanche et qu'il masque cette politique fondamentale par toutes sortes de discours crypto-populistes ou bien crypto-économistes, on peut aussi penser à Pat Buchanan qui a commencé dans les années 2000 à lancer l'idée d'un mur. Il a été le premier à parler du Buchanan Fence. Il disait qu'il n'était pas question de racisme ou d'identité, mais bien plutôt de protectionnisme économique. Un peu ce que dira Steve Bannon en 2016, et on a vu ce qu'il est advenu. On se rend compte à chaque fois en réalité que le vernis de politique économique cède. Aujourd'hui, Donald Trump est à l'origine d'un déficit commercial absolument considérable avec la Chine, et le déficit du gouvernement est abyssal. Ceux qui le soutiennent aujourd'hui sont les mêmes qui, au moment du Tea Party, accusaient Barack Obama d'être un public spender et de creuser une dette absolument insupportable. Donc, en réalité, pour conclure, deux enseignements absolus, deux enseignements et puis un point positif pour se réjouir, parce que tout ne peut pas être complètement inquiétant. Donc, le premier point, d'ailleurs, je l'ai un peu oublié, je ne sais plus ce que je voulais dire. Disons en effet qu'on assiste là à cette élucidation qui est que ça n'est pas Donald Trump en tant qu'individu qui est la source première, qui est l'engin, qui est l'orchestre, le chef d'orchestre de cette dérive, peut-être de ce ferment autoritaire de la démocratie américaine, mais bien plutôt le Parti républicain, puisqu'aujourd'hui 80% des sympathisants et des votants de Donald Trump pensent que la démocratie leur a été contestée. Et donc le Parti républicain, s'il avait à choisir entre conservatisme néolibéral et démocratie, ferait très clairement le choix de la première solution et sacrifierait la démocratie qu'elle jetterait sous le bus sans aucun problème. Et l'autre chose, il ne faudrait pas penser que Donald Trump est une espèce d'insurrection populaire contre le néolibéralisme. Le nouveau visage de néolibéralisme, c'est peut-être celui du plutocrate façon Donald Trump, qui donne à sa base une identité blanche revalorisée, il donne du protectionnisme racial et il donne des valeurs morales en lieu et place de la protection collective, et il n'est pas le recrée du lien social. On reparlait récemment des travaux de Putnam, le politiste de Harvard, sur l'atomisation de la société américaine. Ces plutocrates populistes ont la capacité de recréer de la communauté, une communauté ethnique, une communauté tribale. Et je conclurai peut-être avec un point positif qui est le fait que malgré tout, les forces de démocratisation semblent extrêmement puissantes, et on les a vues en 2020, même si on n'en a pas parlé. Je donnerai peut-être juste un exemple qui est l'augmentation absolument spectaculaire du pouvoir de l'électorat hispanique, un électorat qui a augmenté de 60% entre 2016 et 2020. Ils étaient 12 millions à voter il y a 4 ans, ils étaient plus de 20 millions la semaine dernière où il y a 15 jours. Ils votent à plus de 65%. On parle depuis tant d'années de cette minorité-majorité invisible qui n'a pas de voix politique. On assiste aujourd'hui à une politisation et à une prise de pouvoir citoyen de l'américain hispanique. Et ça, c'est incontestablement, non pas qu'ils vont tous voter démocrate jusqu'à la fin des temps, et je m'étonne qu'on s'étonne que 20-30% d'entre eux puissent soutenir un candidat conservateur, ça a toujours été le cas. Le plus intéressant, c'est peut-être la potentialité de résistance démocratique que l'on peut trouver dans cet électorat qui désormais est le premier électorat
de couleur devant les Noirs et donc avec l'électorat noir, asiatique, Native American, juif, enfin disons toutes les différentes constituencies non blanches aux États-Unis pourraient proposer une forme de résistance, même s'il faut peut-être s'interroger sur, y compris, la tentation et la séduction du discours masculiniste et autoritaire sur une partie de ces minorités, ce qui est finalement un hommage à la capacité des États-Unis à intégrer, y compris dans ces aspects les plus discutables. Voilà, je vous remercie et pardon, j'ai été un petit peu longue. Ben, merci à vous, Sylvie Laurent. C'était fascinant et ça nous montre que finalement l'histoire a beaucoup à dire sur la situation actuelle aux États-Unis. Il y a certaines, ça s'inscrit dans des mouvements ou dans une continuité historique, ce qu'on voit maintenant. Donc, c'est important de mentionner que Donald Trump n'est pas une aberration pure et simple, hein, qu'il représente des courants sous-jacents aux États-Unis qui se déploient depuis très longtemps, depuis le tout début finalement. Donc, merci beaucoup. Je parle au nom de tout le monde, je pense, en disant que c'était vraiment une présentation fascinante, c'était précis, c'était étoffé. Et puis, ça fait un tour d'horizon et ça nous donne un regard original sur l'état des forces sociales et culturelles et économiques aux États-Unis. Et donc, c'est franchement rafraîchissant d'avoir votre perspective parce qu'on n'y a pas forcément accès dans les études américaines ici au Québec, tristement. Donc, ce qu'on voit, et puis moi, ce qui me marque dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une série de dislocations tellement profondes aux États-Unis qui sont peut-être impossibles finalement à reconstituer d'une certaine façon. La société américaine est morcelée au niveau culturel et idéologique, et puis peut-être qu'il faut s'en accommoder d'une certaine façon. Il y a des réalités parallèles qui coexistent. Alors, et puis, on peut se rabibocher plus tard, mais peut-être chaque chose en son temps. Ouais. Oui, mais comme vous dites, ça passe probablement par des politiques de redistribution conséquentes éventuellement. C'est ce que ça nous mettait de l'avant. Alors, merci beaucoup, Sylvie Laurent. Puis merci à vous. Franchement, très intéressant. Et donc, je vous dis au revoir et bon courage hein, dans merci beaucoup. ce nouveau confinement en France. Oui, oui. Merci beaucoup à tous. J'étais ravie. On se reparle quand vous voulez.